collègues, mesdames et messieurs, cher public, j'aurais pu y ajouter mon amour, comme l'aurait fait Pierre Desproges, mais je ne vais pas le faire. Très souvent, dans cette enceinte, mon temps de parole a été très minutieusement compté et les interruptions concernant mes interventions, vous le savez, ne m'ont jamais fait défaut. Aussi, au moment où le privilège de l'âge me permet de présider cette session extraordinaire, qui va nous conduire à élire le président de notre Assemblée, ainsi que ses vice-présidents, vous l'imaginez bien, je ne vais pas laisser passer l'occasion unique qui m'est donnée de pouvoir m'exprimer à mon aise devant vous. Mais avant toute chose, je tiens à saluer les nouveaux élus qui font leur entrée dans notre Assemblée et qui, n'en doutons pas, vont apporter un vent de fraîcheur et de renouveau à notre collectivité. Bienvenue donc à vous, Madame Dominique Bria, je n'ai pas encore bien repéré où il se trouve, voilà. Messieurs Jean-Pierre Buche, Olivier Chambon, que j'ai perdu, voilà, Laurent Dumas, Ludovic Lucot, Florent Monneron, excusez-moi. Je voudrais aussi, au passage, avoir une pensée républicaine pour les collègues de la majorité et de l'opposition qui, soit de leur propre chef ou à cause de l'impitoyable loi de la démocratie, ne siégeront plus parmi nous. Par ailleurs, on peut imaginer que d'autres que moi, dans leurs rêves les plus fous, auraient pu avoir la tentation de vous infliger un discours fleuve de 7 à 8 heures, du genre de ceux que Fidel Castro commet à la Havane. Un discours qui aurait été plein de bons sentiments et garni jusqu'aux ridelles des sombres échos d'un monde qui part à volo. D'autres encore auraient probablement adopté une attitude éminemment consensuelle, parlant pour ne rien dire, et de préférence d'une manière compassée ou gentiment ennuyeuse. Mon intervention, donc, essaiera de ne se réclamer ni de l'une ni de l'autre de ces postures, quoique, je l'espère, avec une pincée d'humour qui est, comme chacun sait, la politesse des désespérés. Je voudrais tout d'abord vous dire à quel point je suis heureux des résultats obtenus par la gauche dans notre département, prenant d'ailleurs ainsi le risque que l'on m'accuse une fois de plus de tenir un discours qui n'a pas sa place ici. Vous l'avez compris, au consensus mou et à la démagogie bouffonne, je vais préférer une certaine gravité qui se veut en résonance avec l'inquiétante situation que nous traversons et qui doit nous interroger tous et toutes. En effet, à mes yeux, nous ne sommes plus au plan international, national et local dans les mêmes configurations politiques qu'auparavant. Depuis quelque temps déjà, quelque chose de fondamental est en train de changer. Nous côtoyons en permanence l'irréparable et nous savons que nous ne pourrons plus jamais vivre comme avant. Par exemple, nous voyons que la terrible catastrophe nucléaire survenue au Japon est un monstre créé par l'homme et que l'on ne sait plus comment gérer aujourd'hui. Il me revient d'ailleurs à ce sujet un souvenir des années 50-60, à une époque où les militants contre le nucléaire, dont j'étais d'ailleurs d'une façon tout à fait enthousiaste, scandaient « actif aujourd'hui, radioactif demain ». Au Japon, c'est déjà le cas. Le drame de Fukushima nous interpelle très directement. Il interpelle notre modèle énergétique, il interpelle la gestion privée de ce type d'industrie, il interpelle la course au profit maximal qui menace jusqu'à nos vies, il interpelle enfin la place et le rôle du politique dans nos sociétés. Et ces questions sont évidemment posées à notre pays lui-même. De plus, vous le savez aussi, nous sommes entrés dans un temps politique totalement nouveau, caractérisé par un puissant désaveu et une grande défiance populaire quant aux marges de manœuvre du politique et de l'action des élus, qui sont trop souvent perçus comme des professionnels du pouvoir, menant une vie carrément hors sol et peu efficiente. La conséquence première de ce désamour est le fossé qui se creuse entre une certaine élite politique et le peuple. Un seul exemple. Alors qu'à l'occasion du combat sur les retraites, nous avons connu le plus important mouvement social depuis mai 68,
Alors que des mouvements sociaux de grande ampleur se poursuivent aujourd'hui dans les entreprises et les services publics, que ce soit dans la justice, à la poste, en passant par l'école, alors que les citoyens se mobilisent dans la rue, mettant en pratique ce que le président Franklin Delano Roosevelt préconisait à son électorat populaire dans les années 30, descendez dans la rue, disait-il, pour afficher massivement vos revendications. Ainsi, vous m'obligerez à y répondre favorablement. Un bel exemple à suivre. Or, qu'un tel mouvement social, d'une ampleur aussi extraordinaire, ne débouche pas sur une mobilisation citoyenne dans les urnes, doit sévèrement nous interpeller sur le fonctionnement de notre démocratie. Il suffit pour s'en convaincre définitivement de regarder en face les résultats électoraux. Ils parlent d'eux-mêmes. Au plan national, entre les deux tours des cantonales, l'extrême droite a engrangé 300 000 voix supplémentaires. Dans de nombreux cantons, ces scores au second tour avoisinent les 40%. Dans notre propre département, alors même qu'en termes d'ancrage local, le Front national recule, puisqu'il n'a présenté 2 fois moins de candidats qu'en 2004, la plupart inconnus d'ailleurs, ou avançant masqués derrière le slogan d'une soi-disant vague bleu marine, dont le nom lui-même, soit dit au passage, peut aussi bien évoquer les senteurs océanes ou quelques produits destinés au WC, eh bien, malgré cela, le Front national progresse dans notre département comme ailleurs. Il est partout au-dessus de la barre des 10%. Pire encore, il est même le seul représentant de la droite au premier tour dans 2 de nos cantons. À ce tableau calamiteux s'ajoute hélas le record absolu de l'abstention. Si l'on compare son taux à celui de 1994, date de la dernière élection, non couplée avec d'autres consultations bien sûr, elle a progressé de 15 points, cette abstention. 15 points. Dès lors, comment ne pas ressentir un certain vertige? Aussi, aujourd'hui, une chose est-elle sûre. Plus question de faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons plus nous contenter de déplorer un tel état de fait et camper sur la simple attitude morale d'un antifascisme pépère et hors de propos. Il nous faut, mes chers collègues, impérativement apporter les réponses sociales et politiques concrètes aux Français qui souffrent de la crise et qui, pour faire la nique à un politiquement correct impuissant, se jettent dans les bras d'un lepénisme en phase d'érection. Mais ne nous y trompons pas, le chemin va être long, car la crise du politique est profonde. 40% des sondés d'une enquête d'Opinion Way pour Le Figaro déclaraient récemment qu'ils ne voient pas de différence entre la droite et la gauche dans la gestion des collectivités. Des citoyens en nombre croissant estiment qu'au plan national, le politique a délibérément accepté d'abdiquer ses pouvoirs au bénéfice d'une finance mondialisée et à la cupidité d'un actionnariat qui détermine à grands coups de hache la stratégie des entreprises avec son cortège de délocalisation, de chômage et de misère sociale. C'est pourquoi cette crise du politique, j'arrive à ma conclusion, rassurez-vous, c'est pourquoi cette crise du politique nous concerne tous et appelle de notre part à un sursaut rapide. Et même si nos marges d'action sont de plus en plus limitées à cause de la réforme des collectivités et des années d'asphyxie budgétaire, notre collectivité a un rôle à jouer, une immense responsabilité à assumer. Plus que jamais, nous devons être le solide bouclier social et territorial que la loi nous attribue de par ses compétences transférées. Nous devons faire autant que nous le pouvons pour protéger, pour accompagner, pour aider à l'épanouissement de toutes celles et de tous ceux qui sont touchés par la crise économique, qu'ils soient ouvriers, employés ou paysans, qu'ils soient des personnes jeunes ou âgées, en passant par les retraités. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'État donne enfin à nos collectivités les moyens dont ils ont besoin pour vivre. Et pour cela, nous le savons, nous avons aussi besoin d'unité la plus large possible. Car notre responsabilité, c'est de conduire une politique du mieux-être social et environnemental. C'est de mener une politique qui défende les services publics, qui défende nos ressources et nos espaces naturels. C'est de soutenir et de contribuer à créer des emplois décents et une activité économique responsable en maintenant
aussi nos efforts en matière d'investissement, ce qui constitue, je vous le rappelle, le b.a.-ba de toute politique de relance keynésienne en période de crise. C'est cela qu'attendent de nous les citoyens, c'est cela qui doit être notre mandat impératif. Ainsi, mes chers collègues, lors de cette nouvelle mandature, si nous ne voulons pas ajouter de la crise politique à la crise économique, nous devons dès aujourd'hui convaincre les Puy-de-Dômois qui doutent de notre capacité, de notre volonté, que nous avons entendu leur message. Nous devons dès aujourd'hui convaincre ceux qui se lèvent tôt que nous allons agir de la plus vigoureuse des manières. Sinon, comme on le voit sur les bordures de la Méditerranée, le peuple finira par descendre dans la rue pour que les choses changent vraiment. Et comme l'énonçaient fort justement les philosophes Castoriadis, il est à craindre alors que nous n'ayons plus d'autre choix qu'entre socialisme ou barbarie. Mais point de désespérance tout de même. Aussi, mon mot de la fin, et c'est vraiment mon mot de la fin, sera pour le... Attendez la fin quand même, attendez la fin. Sera pour le poète Hölderlin qui a écrit « Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent ». À nous donc de nous atteler à la tâche au plus vite. Je vous remercie de votre attention. Alors, excusez-moi, avant que de poursuivre la séance, on m'a signalé qu'il y a un problème de micro à ce niveau-là. Cette séance est sans débat, c'est simplement sur les présidents de groupe, etc. Non, ce n'est pas un débat, c'est une introduction. Et je vous demande donc de donner votre nom de manière à ce que, en régie, on commute sur votre micro. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Voilà ce que je voulais dire. Je déclare donc la séance ouverte. Sous les ovations, apparemment. Alors, je vous lis ici le texte de l'article L3122 du Code général des collectivités territoriales. Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal, le Conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre de l'Assemblée faisant fonction de secrétaire, élit son président. Le Conseil général ne peut, en ce cas, délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. C'est pourquoi, donc, je vais demander au Benjamin de l'Assemblée, Lionel Muner, de me rejoindre pour devenir le secrétaire d'âge. Lionel, il faut que vous procédiez à l'appel nominatif des conseillers généraux afin de vérifier que le quorum, c'est-à-dire les 2/3 des membres du Conseil, soit 40 élus, soit atteint. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais procéder à l'appel. Madame Michèle André, Monsieur Bernard Vessière et enfin Monsieur Jean-Claude Zicola. Bon, je crois qu'il est utile de faire un compte. À l'évidence, le quorum est atteint. L'élection du président du Conseil général peut donc avoir lieu immédiatement. Alors, je voudrais rappeler à tous que, conformément à l'article 1er du règlement intérieur du Conseil général, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence d'âge, sauf s'il porte sur l'application du règlement. C'est le seul point sur lequel vous pouvez intervenir, le cas échéant. Voilà, je vais vous donner aussi lecture intégrale de l'article L3122.1 alinéa 3 du CGTC. Le président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu, alors à la majorité relative des membres du Conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice. Je vais demander aux représentants des groupes politiques du Conseil général de proposer leur candidat à la présidence en ne mentionnant que leur nom et leur prénom sans faire de déclaration. Je vous précise également que si vous le souhaitez, une suspension de séance peut être demandée à la condition expresse qu'elle n'excède pas 20 minutes. Une jurisprudence à ce sujet. Voilà, alors je demande aux différents présidents que je ne connais pas encore précisément de lever la main tout d'abord, que je les identifie, que je vois où ils se trouvent. Donc, il y a une présidente ici, Patricia Guillot, le groupe de la gauche solidaire, le nouveau groupe de la gauche solidaire. Patricia Guillot, donc le Front de gauche. Oui. Quel groupe? Le groupe socialiste majoritaire. Et enfin, j'ai perdu le 4e. Ah, pardon. Oui. Groupe des élus socialistes et républicains. Oui. Et enfin. Voilà, alors on va reprendre dans l'ordre inverse. Oui, bonjour, je m'appelle Christophe Serre. Voilà.
Non, mais ça paraît un peu ubuesque, mais il faut qu'il ait nom pour commuter là-bas. Et, J'ai pas le micro, moi, je ici. salue le doyen Benjamin, qui bénéficie tous les deux de l'âge, hein, n'est-ce pas? Et je présente la candidature au nom de l'Union des Républicains de M. Jean-Marc Boyer. C'est enregistré. B-O-Y-E-R. Oui. L'humour est toujours présent, c'est bien. Ensuite, le groupe, groupe socialiste et républicain. J'ai bien le micro. Donc, au nom du groupe des élus socialistes et républicains, je présente la candidature de M. Alexandre Pourchon. Elle est enregistrée. Le groupe GSM. Voilà. Alors, au nom de l'intergroupe Gauche socialiste majoritaire et Gauche solidaire, je présente la candidature de Jean-Yves Goudbel. C'est enregistré. Présidente du Front de Gauche. Pour le groupe Front de Gauche, l'humain avant tout, nous présentons Bernard Favaudon. C'est enregistré. Bien, alors, je ne crois pas, à ma connaissance, je n'ai pas repéré qu'il y ait des procurations, etc. Je ne crois pas du tout, je crois que tout le monde est là, c'est ça. Donc, je vous rappelle que le vote a lieu à bulletin secret. On voudrait bien vous déplacer et venir déposer votre enveloppe dans l'urne et signer la feuille d'émargement. Allez-y, monsieur Lionel Muner. Merci. Madame Michel André. Monsieur Bernard Roby. Monsieur Gilles Battu. Monsieur Jean-Marc Boyer. Monsieur Michel Bravard. Monsieur Alain Bresson. Madame Caroline Dallet. Pardon. Madame Pierrette Daffixré. Monsieur Jean-Pierre Decombat. Monsieur Jacques Idouard. Monsieur Laurent Dumas. Monsieur Bernard Favaudon. Monsieur Yves Fournet-Fayard. Monsieur Jean-Claude Fournier. Monsieur Jean-Yves Goudbel. Monsieur Claude Grolière. Madame Patricia Guillot. Monsieur Serge Lèbre. Monsieur Bernard Lescure. Monsieur Ludovic Lucot. Madame Sylvie Maisonnet. Monsieur Alain Néry. Monsieur Bertrand Pasquito.
Monsieur Daniel Pénon. Monsieur Jean Ponsonnaille. Monsieur Alexandre Pourchon. Monsieur Bernard Sauvade. Monsieur Christophe Serre. Monsieur André Wils. Monsieur Jean-Claude Zicola. Et enfin, moi-même. Nous allons procéder au dépouillement. Donc, je vais ouvrir les enveloppes, lire le nom qui figure sur le bulletin. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, des représentants des groupes peuvent venir assister au dépouillement, bien entendu, qui est le plus transparent possible. Alors, 1, 2, 61 votants, 61 enveloppes. Nous dépouillons. Pas d'assesseurs, pas de représentants? Bien, ben nous y allons. Alexandre Pourchon. Jean-Marc Boyer. Jean-Yves Goudbel. Bernard Favaudon. Jean-Yves Goudbel. Jean-Marc Boyer. Jean-Marc Boyer. Bernard Favaudon. Et enfin, Jean-Marc Boyer. Vérifiez que tout a été dépouillé, mais normalement, s'y sont toutes. On va recompter les bulletins. Une avait glissé, excusez-nous. Alors, ultime enveloppe qui avait été oubliée, ou c'était glissé, c'était Jean-Yves Goudbel. Proclame les résultats du premier tour. Donc, Jean-Marc Boyer a obtenu 10 voix. Alexandre Pourchon, 21 voix. Jean-Yves Goudbel, 25 voix. Et Bernard Favaudon, 5 voix. La majorité absolue étant à 31 voix, aucun d'entre eux n'a obtenu la majorité absolue. Il est donc nécessaire de procéder à un second tour. Président du groupe socialiste et apparenté. Qu'est-ce que j'ai dit? Et républicain, pardon.
Je demande une suspension de séance. Alors, vous vous souvenez que nous souhaiterions, pour toutes les raisons que j'ai indiquées au début, qu'elle n'excède pas 20 minutes. Attendez une seconde s'il vous plaît. Une demande de parole du président du groupe GSM. On demande également une suspension de séance pour le groupe Gauche Socialiste Majoritaire. Ok. Non, c'est pas 20 plus 20, non, c'est... non, c'est 20 minutes. Donc, la séance est suspendue pour 20 minutes. Il est 4h moins 10. Nous reprenons à 4h10 au plus tard. Bien, je crois que nous allons pouvoir reprendre la séance, qui va être donc procédée conformément à l'article L3122-1, alinéa 3 du CGTC, à un deuxième tour de scrutin. J'invite les représentants, les présidents de groupe à manifester la candidature de l'un de leurs collègues du groupe, si c'est le cas. Alors, y a-t-il des candidatures? Alors, Lionel Gué. Au nom de l'intergroupe Gauche Socialiste Majoritaire et Gauche Solidaire, je présente la candidature de Jean-Yves Goudbel. La candidature de Jean-Yves Goudbel est enregistrée. Autre président de groupe? Oui, Madame Boss. Au nom du groupe des élus socialistes et républicains, nous présentons la candidature d'Alexandre Pourchon au deuxième tour. La candidature d'Alexandre Pourchon est enregistrée. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, Christophe Serre. Au nom du groupe d'Union des Républicains, et cela concerne toute l'Assemblée, je présente Jean-Marc Boyer. Très bien, la candidature de Jean-Marc Boyer est enregistrée. Autre candidature? Il n'y a pas de candidature pour le groupe Front de Gauche. Très bien, nous prenons acte. Tout le monde s'est exprimé? Bien, donc, 3 candidats, Jean-Yves Goudbel, Alexandre Pourchon, Jean-Marc Boyer. Même procédure que tout à l'heure, vous avez toujours les bulletins sur vos pupitres, les enveloppes, et vous vous déplacez pour venir déposer l'enveloppe dans l'urne à l'appel de votre nom, et pour signer, bien sûr. Le scrutin est ouvert. Monsieur le secrétaire, à l'appel. J'appelle Madame Michèle André, Monsieur Bernard Roby, Monsieur Gilles Battu, Madame Caroline Dallet, Monsieur Jean-Claude Doroy, Madame Nadine Déa, Monsieur Lionel Gué, Monsieur Michel Girard, Mademoiselle Dominique Giron, Monsieur Serge Lèbre, Monsieur Bernard Lescure, Monsieur Ludovic Lucot, Madame Sylvie Maisonnet, Monsieur Jean-Claude Zicola, et moi-même. On commence à les compter, c'est gentil.
Bien, 61 votants, 61 enveloppes. Alexandre Pourchon. Jean-Marc Boyer. Jean-Yves Goudbel. Jean-Yves Goudbel. Jean-Yves Goudbel. Jean-Marc Boyer. Pas de manifestation, s'il vous plaît. Pardon, Maurice Pourchon. Alexandre Pourchon. Alexandre Pourchon. Alexandre Pourchon. Et enfin, Jean-Yves Goudbel. Je retrouve 28 pour Jean-Yves Goudbel, c'est ça? Bien, alors résultat du deuxième tour, s'il vous plaît. Jean-Yves Goudbel a obtenu 28 voix, Alexandre Pourchon 22, Jean-Marc Boyer 10, et il y a un bulletin blanc. La majorité requise au deuxième tour n'est pas obtenue par aucun des candidats. Donc il y a lieu de procéder à un troisième tour, auquel cas la majorité relative simple. Alexandre Pourchon demande la parole, si vous voulez bien lui la donner. Oui, Monsieur le Président. Le groupe socialiste et républicain vous demande une suspension de séance. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'elle est de 20 minutes. Si vous pouviez vous y tenir, ça serait vraiment parfait. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non? Bien, mes chers collègues, après un retard considérable une nouvelle fois, nous allons reprendre nos travaux. Je veux bien, au point où nous en sommes, qu'on prenne encore quelques secondes. Merci bien de vous installer au plus vite. Nous allons procéder à un troisième tour où la majorité relative sera requise, et ce qui veut dire pour les Béotiens que sera élu président le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix, et en cas d'égalité, le plus âgé sera déclaré élu. Lionel Gué. Pour l'intergroupe Gauche solidaire et Gauche socialiste majoritaire, je présente la candidature de Jean-Yves Goudbel. La candidature de Jean-Yves Goudbel est entérinée. Autre prise de parole. Monsieur Pourchon, Alexandre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le groupe socialiste et républicain, au nom de l'esprit de rassemblement qui l'anime et du principe élémentaire de désistement républicain à gauche, appelle à voter Jean-Yves Goudbel et retire sa candidature. Je vous remercie. Bien. Autre intervention? Je ne vois pas. Oui, pardon, je ne vous voyais pas. Merci, Monsieur le Président Lèbre. Je présente la candidature de Jean-Marc Boyer. Elle est actée. D'autres interventions? Pas trop d'interventions. Bien, écoutez, comme lors des précédents tours de scrutin, vous avez les enveloppes, les bulletins sur vos pupitres, et même procédure que les deux tours précédents. Le scrutin est ouvert. Madame Michel André. Monsieur Bernard Roby. Monsieur Gilles Battu. Monsieur Alain Brochet. Monsieur Jean-Pierre Buche. Monsieur Gérard Cartaillet.
Monsieur Bernard Lescure. Monsieur Ludovic Lucot. Madame Sylvie Maisonnet. Monsieur André Wills. Monsieur Jean-Claude Zicola. Et moi-même. « 61 votants, 61 enveloppes. Jean-Marc Boyer. Jean-Yves Goudbel. Jean-Yves Goudbel. Blanc. Jean-Marc Boyer. Jean-Yves Goudbel. Jean-Yves Goudbel. Pardon. Jean-Yves Goutebel. Blanc. Jean-Yves Goudbel. Jean-Yves Goudbel. Jean-Yves Goudbel. Et enfin, Jean-Yves Goudbel. Bien, alors, mes chers collègues, à l'issue du troisième tour, Jean-Yves Goudbel a obtenu 46 voix et Jean-Marc Boyer 10 voix. Il y a 5 bulletins blancs. Je proclame donc élu Jean-Yves Goudbel, président du Conseil général. Et moi, je vais retourner à ma place. Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je voudrais vous remercier de cette confiance que vous venez de me renouveler pour la troisième fois. Les hasards du calendrier font que demain, c'est le 1er avril, et j'ai été élu pour la première fois en 2004, le 1er avril. Ce n'était pas un poisson d'avril, puisque je suis encore là. Je voudrais bien sûr remercier Alexandre Pourchon et son groupe qui a appelé, dans l'esprit de la discipline républicaine, à voter pour moi. Je crois que c'est effectivement un point extrêmement important, d'autant que mon souci, vous le savez, depuis longtemps, et j'ai eu l'occasion de le dire durant toute la campagne électorale, chez les candidats que je suis allé soutenir, dans mon propre canton, à Clermont-Ouest, et dès le premier tour, j'ai souhaité le rassemblement. Mes remerciements, bien sûr, à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé durant cette campagne électorale, cela va de soi, aux plus proches qui m'ont supporté et qui ont eu sans doute beaucoup de mérite, parce qu'une campagne, c'est toujours un peu difficile. Et parfois, c'est un peu plus difficile que d'autres fois. Mais il faut essayer
de garder la sérénité. C'est en tout cas ce que j'ai tenté de faire. Mes remerciements pour mon entourage immédiat et en particulier pour ma compagne qui n'a jamais été défaillante dans ces moments parfois difficiles, il faut le dire, et pour mes plus proches collaborateurs qui ont su, encore une fois, supporter les aléas d'emploi du temps d'une campagne et apporter les éléments qu'il fallait pour essayer de faire en sorte que cette campagne soit efficace, mais aussi digne. Car, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là à la dernière séance du Conseil général, j'ai souhaité, et je crois que c'était le souhait de chacun d'entre vous, que cette campagne soit digne, qu'il n'y ait pas de coup en dessous de la ceinture. Et puis s'il y a eu ici ou là quelques débordements, il faut savoir pardonner. Et j'essaie de le faire, et je le fais. Mes premiers mots sont aussi pour accueillir les 6 nouveaux conseillers généraux qui siègent parmi nous. Dominique Bria, Clermont Sud-Ouest, Jean-Pierre Buche, à Billon, Olivier Chambon, Saint-Rémy-sur-du-Rolle, j'ai beaucoup de plaisir à le retrouver puisqu'il a été un de mes étudiants brillants à la faculté, Laurent Dumas à Pionça, Ludovic Lucot à Quinilla, Florent Monéron à Lezoux. Je leur souhaite chaleureusement la bienvenue. Ils sont jeunes et enthousiastes. Je sais qu'ils sauront mettre leur qualité au service de leur canton, certes, mais aussi et surtout au service du département et de l'ensemble des Puy-de-Dôme, puisque chaque conseiller général est élu dans un canton, c'est la circonscription électorale des cantonales, mais chaque conseiller général est conseiller général de l'ensemble du département. Bien sûr, en cet instant, j'ai, comme vous tous, une pensée pour ceux qui ne siègent plus parmi nous et qui étaient là lors de la dernière session. Je pense bien sûr à Michel Barrette, un de mes vice-présidents qui a beaucoup donné de lui-même dans le domaine social, puisqu'il en avait la responsabilité d'une très grosse partie. Je pense à Gilbert Bonnefoy, qui a été conseiller général de Quinilla, qui est un ami personnel aussi, à Jean-Jacques Bournel, qui a toujours été quelqu'un de particulièrement convivial, et puis à Pierre Guillon, que je connais bien puisque nous avons été élus en même temps en 1998. Mais aussi Claudine Lafaille et Marie-Gabrielle Gagnadre, qui était, dans le mandat précédent, notre doyenne d'âge. Alors, par choix ou parce que les électeurs en ont décidé ainsi, ils ne siègent plus dans cette Assemblée. Ils ont beaucoup donné pour notre département et je garde pour chacune et chacun d'entre eux, bien sûr, toute mon amitié et j'espère que nous aurons l'occasion de les revoir souvent dans le cadre de l'amicale des anciens conseillers généraux. Et vous le savez, j'ai toujours souhaité, et nous sommes efforcés de le faire le mieux possible, garder des liens amicaux avec les anciens conseillers généraux. Alors, en application de notre règlement, je demande à chaque groupe politique de déposer une liste de ses membres, son appellation et le nom de son président ou de sa présidente. Alors, il revient donc à chacun des groupes politiques d'amener sur le bureau, si ce n'est pas fait, du Conseil général ces documents qui nous permettront d'avoir la structuration de l'Assemblée départementale. Mes chers collègues, comme vous le savez, la loi nous oblige maintenant, après ce moment un peu long, c'est vrai, nous oblige maintenant à déterminer la composition de la commission permanente et puis ensuite à élire les vice-présidents. Auparavant, je souhaiterais, si vous le permettez, dire quelques mots, mais très brefs, rassurez-vous, pour ne pas allonger trop cette soirée. Au sortir d'un combat électoral, quel qu'il soit, il peut toujours subsister quelques rancœurs, et pour ma part, je ne suis pas dans cet état d'esprit. La campagne est terminée, les électeurs se sont prononcés,
Nous sommes tous maintenant au service d'une même cause, celle du département. Quelles que soient nos différences, voire nos divergences, je serai, comme j'ai essayé de l'être pendant 7 ans, le président de tous les conseillers généraux. Je respecterai la diversité de la gauche, très largement majoritaire, comme je respecterai naturellement l'opposition. À toutes les forces de gauche présentes dans cette Assemblée, je redis que nous avons devant les Puy-de-Dômoises et les Puy-de-Dômois, et dans la perspective d'échéances politiques futures, bien sûr, la responsabilité de nous unir, même si elles se sont déroulées dans un climat serein. Les discussions que nous avons eues depuis lundi n'ont pas permis d'aboutir à un accord au premier tour de cette élection. Cela ne doit pas nous empêcher d'avoir un accord maintenant, notamment sur la composition de l'exécutif. Et j'ai des propositions, bien sûr, à faire dans ce sens au groupe de la majorité. C'est pourquoi je vous proposerai une suspension de séance d'1 heure. Alors j'annonce le délai pour que chacun puisse prendre ses dispositions. J'essaierai de faire en sorte que ce soit limité à 1 heure. Et j'invite donc les présidents des 4 groupes de la majorité à se retrouver dans mon bureau. Il est 6h25, on va dire qu'on reprendra au plus tard à 7h30. Nous aurons à élire les vice-présidents et nous aurons terminé notre soirée en dehors de la commission permanente d'un certain nombre de formalités. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, si vous voulez prendre place, nous avons le quorum. Alors, nous avons 2 choses à faire. À voter sur la composition de la commission permanente. Ce que je vous propose, c'est la reconduction du dispositif existant, à savoir que la commission permanente du Conseil général comprendra de droit le président, 15 vice-présidents et donc 45 membres. Le président, 15 vice-présidents, 45 membres, ce qui fait 61. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté. Ensuite, je dois vous donner connaissance, en accord avec les groupes, il n'y a pas de vote là-dessus, puisqu'il y a eu un accord avec les groupes, de la liste des vice-présidents. Cette liste de 15 n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il nous restera sur les 15, 6 postes à pourvoir nommément lors d'une prochaine session du Conseil général, lorsque les noms me seront proposés et lorsque je serai en accord avec les propositions qui seront faites pour pouvoir le passer en session. Donc, je vous propose la liste suivante. Première vice-présidente, Pierrette Dafix-Ray. Deuxième vice-président, Claude Boilon. Troisième vice-président, Jackie Douard. Ensuite, nous avons Dominique Giron, Jean-Claude Fournier, Bernard Sauvade, Lionel Gay, Mireille Lacombe, Serge Lèbre. Les 6 postes suivants sont donc attribués au groupe socialiste et républicain et seront désignés lors d'une prochaine session. Voilà, donc, ceci étant en accord avec l'ensemble des groupes politiques qui composent l'Assemblée. Je vous remercie d'en prendre acte. Donc, je vous propose de lever la séance et, bien sûr, l'espace Puy-de-Dôme est ouvert pour nos collègues. Et, pardon, Monsieur Boyer. Pardon? Ah, il y a la photo. Merci, Monsieur le Président. On est un certain nombre à avoir attendu ici 1h30 pas grand-chose, alors qu'on n'a même pas la liste complète. Non, mais on peut comprendre qu'un groupe n'est pas. Vous imaginez ça fait 1h30 j'allais dire un gros mot, mais qu'on attend là.
Alors, la prochaine séance du Conseil général aura lieu le 13 avril. Il s'agira, alors c'est une séance, vous en avez l'habitude, hein, qui est toujours un peu fastidieuse, puisqu'il s'agit de désigner nos représentants dans différents organismes. Et les commissions, Monsieur Serre. Oui, Monsieur le Président, merci. Vous nous avez demandé de vous donner acte de deux choses, c'est-à-dire qu'il y aurait 15 vice-présidents dont les 9 premiers sont désignés, c'est ça? Oui. Je crois que la fois d'avant, il y avait eu un vote sur les vice-présidents, donc je ne sais pas si... Non, j'avais fait un vote, simplement, je n'étais pas obligé de le faire, je l'avais fait en disant, bon, écoutez, je fais un vote de vice-président, on avait le temps de le faire, mais là, il n'y a pas de le code des collectivités locales. J'étais vice-Benjamin à l'époque et je me souviens très bien des bulletins de vice-président qui étaient d'ailleurs parfois illustrés. Et donc je ne sais pas à quoi ça correspond de donner acte, mais en tout cas d'ores et déjà, sans parler des 9 vice-présidents, le fait de passer de 11 dans l'exécutif sortant à 15 est un premier signe qui est synonyme d'une augmentation des dépenses de fonctionnement. Et donc moi, je ne sais pas si on donne acte, vous savez, si on peut je pense que comme M. Sarkozy a décidé de diminuer en diminuant le nombre d'élus, ça sera une goutte d'eau dans un océan. Ce qui nous intéresse, c'est les 3 ans qui viennent, Monsieur le Président. Bien sûr. Donc non, personnellement, moi je ne donne pas acte. Ben, c'est vrai. Bien. Alors, nous faisons la photo malgré tout.